Dans ce bref module, on va s'intéresser à la pensée de Platon d'une manière un petit peu introductive pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce philosophe et avec des extensions qui permettront également aux autres de se projeter un petit peu plus loin. On se rappelle qu'on est toujours dans ce questionnement qui tourne autour de la question de la vérité et plus précisément de savoir où elle est cette vérité. Dire où elle est, ça signifie bien ne pas dire qu'est-ce que c'est où elle est, ça, qu'était un fondement, qu'était une base, qu'était une garantie qui va nous assurer que ce qu'on produit comme connaissance est épistémologiquement véridique. Alors, on va se servir pour ça de l'allégorie de la caverne, célébrissime texte qu'on trouve donc au livre 7 de la République. Et on commencera peut-être par préciser ceci. Il s'agit d'une allégorie. Donc c'est un récit imagé, une narration qui va raconter la geste d'un certain nombre de personnages. On va donc pas trouver dans ce récit des concepts comme ailleurs dans la pensée de Platon, mais bien une illustration générale de la condition humaine et plus particulièrement de la condition humaine épistémique et épistémologique, c'est-à-dire de la quête de l'humain par rapport à la connaissance. On peut donc pas être aussi précis, on ne peut pas tout abstraire à partir de ce récit-là, mais ça nous donne un environnement de pensée qui est confortable et qui nous cadre la démarche du philosophe. Alors, voilà comment ça se présente. Le premier élément qu'il faut retenir, c'est que cette allégorie raconte en vérité une odyssée. C'est pas juste un état, c'est une quête, c'est un cheminement. Une odyssée, elle va d'un point de départ et elle se met à la recherche de quelque chose. Et ici, c'est la connaissance vraie, c'est la connaissance indubitable, celle qui est bien fondée. Le deuxième élément, c'est que cette odyssée, eh bien, graduellement, procède par un dévoilement de quelque chose, un dévoilement de ce qui permet de fonder une vérité de manière certaine. Dévoilement, ça veut dire qu'on serait dans une forme d'obscurité, d'opacité, d'erreur ou de flou par rapport à ce qui serait la vérité, et cette odyssée part d'un état initial peu clair vers quelque chose qui serait de l'ordre d'une perfection dans la vérité. Pour réussir ça, eh bien, il faut être accompagné. Ça suppose chez Platon véritablement une éducation. Si on laisse les gens à eux-mêmes, il n'y a pas d'accès spontané à la connaissance vraie. Il faut quelque chose qui mette en route ce personnage pour qu'il entreprenne cette odyssée, qui est une odyssée pédagogique, qui va le mener graduellement de l'opacité première à la connaissance vraie, avec ce qu'on connaît, donc par exemple chez Socrate, comme étant une maïotique, c'est-à-dire une forme d'accouchement des âmes. Voilà un petit peu le cadre dans lequel on va cheminer. Donc c'est un chemin qui passe en quelque sorte d'une forme d'obscurité épistémique à une clarté et d'une erreur à une vérité. Alors voilà comment ça se passe. On va imaginer une caverne ouverte sur la lumière du jour à une extrémité, et tout au fond, sur le fond de cette caverne, sont projetées des silhouettes. Ici, vous voyez un soldat, un cheval, à l'arrière peut-être ce qui peut être un oiseau. Et ces formes bougent. En plus, elles semblent parler, faire des bruits, produire des sonorités. Juste en face de ces ombres, adossés à une sorte de muret, on a des gens, des humains, enchaînés, qui regardent cette scène se dérouler sous leurs yeux. On précise bien qu'ils sont enchaînés de façon non seulement à ne pas pouvoir s'enfuir, c'est-à-dire quitter ce lieu-là, mais ils sont enchaînés de telle façon à ce qu'ils ne puissent pas tourner la tête, c'est-à-dire se retourner pour éventuellement rechercher quelque chose dans leur dos derrière eux. Et ces humains, eh bien, ils dissertent en quelque sorte sur ce qu'ils ont sous les yeux. Ils voient que le cheval fait certains bruits, que le soldat suit généralement le cheval, que quand on a un oiseau, souvent derrière, il y a cette espèce d'écureuil, par exemple, pour prendre l'illustration qu'on a sous les yeux. Bref, ils font ce qu'on appelle de la théorie. Et ils considèrent que ces choses-là sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire des objets qui ont une forme de vérité, et ils disent à leur propos tout ce qu'ils peuvent déduire de ce qu'ils observent. Naturellement, nous, on a la suite de l'histoire. Ce que ces humains-là n'ont pas, en l'occurrence, c'est que dans leur dos, il se passe autre chose. On a des gens, vous les voyez ici, une personnage en blanc et derrière des gens un petit peu en soldat, des gens qui sont équipés d'une perche au bout de laquelle il y a des figurines, et ce sont ces figurines qui en fait projettent
au fond de la caverne ce que maintenant on peut appeler des ombres. Alors ce sont des ombres, mais les humains qui sont enchaînés contre le muret, eux, ne le savent pas. Et ces ombres, eh bien, elles bougent, et ce sont les humains qui sont derrière le muret qui produisent les sonorités que les enchaînés attribuent en fait aux ombres et qui se réverbèrent en écho contre le fond de la caverne. Voilà le premier élément du dispositif. À l'arrière de cette sorte de théâtre de marionnettes ou d'ombres chinoises, on a un feu et on comprend qu'il sert de source de lumière pour projeter en fait la silhouette de ces figurines contre le fond. Mais c'est pas tout. Maintenant on imagine, ça c'est la situation de départ, qu'on vient chercher un de ces humains, on lui retire ses chaînes et Platon dit qu'on le contraint en fait à sortir de la caverne, c'est-à-dire à se mettre en route. Platon nous dit également que cet humain, il n'a pas très envie. Il est dans un monde qui lui convient très bien finalement là au fond. Il a une connaissance suffisante de ces histoires de chevaux, de soldats, etc. Il prend ça pour des êtres en soi et il n'a pas une aspiration folle à sortir. Il faut un peu le traîner et c'est exactement ce qui se passe là. Platon nous dit que en fait c'est difficile. On voit d'ailleurs ici le personnage qui s'engage dans un itinéraire qui est ascendant, c'est aussi une pente. Ça demande un effort, ça demande aussi du courage. On s'arrache à quelque chose qu'on connaît pour aller vers des choses, dans un premier temps, beaucoup moins certaines, en tout cas beaucoup moins familières. Et on voit ici le personnage assez joliment dessiné, avec la tête tournée vers l'arrière. Alors, en regardant derrière lui, il découvre non seulement que ce qu'il prenait pour des objets, en fait, sont des ombres, et ce que il laisse derrière lui pour aller vers quelque chose dont pour l'instant il ignore tout. Beaucoup, dit Platon, renoncent et préfèrent retourner au fond, quitte à savoir dorénavant qu'ils sont appuyés sur quelque chose qui n'est pas exactement ce que ça pense, ce que ça prétend être. Toujours est-il, les quelques-uns qui s'extraient de là, eh bien, Platon les appelle des philosophes. Voilà donc notre personnage ici qui est guidé vers l'extérieur et vous voyez qu'il y a une issue. On donne dorénavant sur la lumière du jour, il y a ce terre-plein et au-delà de ce petit seuil, au bout de cet effort, avec un effort de courage assez considérable, les quelques-uns qui y parviennent accèdent à un deuxième monde qui est celui qui est en dehors de la caverne. Et en dehors de la caverne, vous voyez qu'il fait jour. Le personnage projette une ombre contre le sol. Ça veut dire qu'en fait, il est en plein soleil. Et l'arbre également projette une ombre. Voilà donc le cheminement, pour l'instant, de ce que propose Platon, allégoriquement. Des humains qui font des théories sur des ombres, les prenant pour les objets qui en fait sont dans leur dos. Et il nous montre tout un dispositif de projection, comme si les formes en fait des animaux et soldats et personnages réels étaient envisagées par les gens du fond de la caverne d'une façon erronée. Tout le but, c'est d'arriver vers une connaissance vraie, c'est-à-dire de voir en vérité de quoi le monde est fait, et ça, naturellement, ça se déroule dans un processus de sortie de la caverne. Vous voyez, l'éducation, c'est l'éducation vers cette sortie, c'est le cheminement qui explique graduellement comment on se tourne, en fait, une conversion, vers une autre façon de considérer la vérité. Alors si on reprend tout ça sous la forme d'un petit schéma, vous voyez qu'ici, on a notre caverne qui est représentée avec un peu plus de précision. Vous remarquez ici en bas une amphore dont l'ombre est projetée contre le fond de la caverne. On a nos personnages ici, on a le feu, et ensuite on a l'extérieur de la caverne. Alors on va s'attarder un tout petit peu sur cette deuxième couche qui est plus détaillée ici. Vous remarquez que d'abord, on a un lac sur lequel se reflète le cyprès qui est derrière. Les humains, quand ils sortent, ils arrivent en plein soleil, et le premier moment est extrêmement désagréable et douloureux. Déjà que le cheminement n'a pas été simple, vous voyez qu'ici aussi c'est pentu. Il y a de l'éblouissement. Et c'est seulement graduellement qu'on s'habitue à la claire lumière du soleil. Donc la première chose que les humains identifient, c'est non pas l'arbre, mais bien le reflet de l'arbre dans l'eau. Le reflet, c'est une chose à laquelle ils ont déjà été accoutumés puisqu'ils regardaient les ombres au fond de la caverne. Et puis, graduellement, ils vont être capables de regarder l'arbre lui-même et finalement de voir qu'en fait la source de la lumière et qui crée tous ces jeux de reflets, c'est le soleil lui-même.
Alors si on regarde, il y a deux réalités. Il y a celle qui est en fait à l'intérieur de la caverne, celle qu'on a évoquée dans le récit tout à l'heure, et que Platon appelle monde sensible. Monde sensible, ça signifie monde auquel on accède par les sens, c'est-à-dire par les perceptions, hein. Ça n'a rien à faire avec la sensibilité émotionnelle. Et le deuxième monde, extérieur à la caverne, Platon l'appelle le monde intelligible, c'est-à-dire degré de réalité auquel on accède par l'intellect. Naturellement, vous remarquez bien que le monde qui est à l'intérieur de la caverne, attention, c'est que ça reste une allégorie, c'est le monde physique, c'est là où les humains perçoivent avec les sens et ils se trompent, ce faisant, parce qu'ils imaginent que l'amphore du fond de la caverne, projeté comme une ombre, est en réalité l'ombre, n'est pas l'ombre de ce qui est derrière eux, mais bien la chose qui est derrière eux. En ce sens-là, il faut une imputation erronée. Et ils se servent pour juger de ça du monde physique. Mais une fois qu'ils sortent, ils voient le mécanisme de tout ça et ils découvrent qu'il y a une autre réalité dehors qui, elle, fonctionne en vérité. Et ce monde-là est métaphysique, terme qu'on a déjà vu. Voilà donc le contexte dans lequel on va penser l'élément platonicien de la vérité, c'est-à-dire deux mondes, c'est-à-dire en fait deux registres de connaissances, ces deux modes épistémiques, l'un qui connaît avec les sens et l'autre qui connaît avec l'intellect. Tout le monde a déjà capté en fait que le monde capté par les sens, Platon considère que en termes de vérité, c'est pas suffisant. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est illusoire, on reviendra par là-dessus. C'est simplement dire que je ne peux pas construire un discours vrai sur les perceptions sensorielles uniquement. Je dois, pour accéder à une vérité, procéder à partir de ce qui est intelligible, c'est-à-dire poser un acte métaphysique d'intellect, et à partir de là, j'ai une approche juste, bien informée de ce qui se donne à moi de façon sensible. Alors, si on fait une petite synthèse, à ce point, nous avons ceci. Vous avez tous compris qu'il y a deux mondes, ils sont en interaction, on verra comment. On peut donc parler d'un dualisme. Ces deux réalités sont des réalités parallèles. Alors, ça, c'est la limite de l'allégorie. Dans l'allégorie, on quitte l'une pour aller dans l'autre, mais il faut bien se dire que dans le modèle platonicien, ces deux réalités participent l'une de l'autre. C'est un seul monde en vérité, mais deux régimes de connaissances. Contrairement à un certain courant du néo-platonisme ou du gnosticisme qui dira qu'en fait le monde sensible n'a strictement aucune réalité ni aucune valeur. C'est pas ce que dit Platon. Ensuite, ces deux réalités parallèles, il y en a une, le monde intelligible, qui donne sa vérité à l'autre. C'est ce qu'on appelle participer de. C'est-à-dire que le monde sensible participe du monde intelligible, c'est-à-dire que si vous voulez connaître le monde sensible, vous devez procéder à partir du monde intelligible. Je vais vraiment insister là-dessus, pour pas tomber dans des versions complètement idéalisantes et abstraites de Platon. Il n'est pas du tout question de se débarrasser du monde sensible. Sortir de la caverne, ça ne veut pas dire que nous serions brusquement des personnages totalement abstraits, totalement spirituels et désincarnés. Mais l'acte de connaissance, produit dans le monde sensible, doit s'appuyer sur l'intelligibilité métaphysique de ce qu'on aborde. Ensuite, l'idée, c'est qu'on ne peut pas connaître le monde sensible à partir de l'expérience directe qu'on en fait. Donc en ce sens-là, Platon n'est pas un empiriste, c'est absolument clair. Si vous regardez ce qui se donne à vous, eh bien vous considérez les ombres comme des objets, alors que les objets eux-mêmes sont dans votre dos et vous ne les voyez pas. Donc en quelque sorte, les sens nous trompent, en tout cas ils nous donnent une information épistémique insuffisante. Par conséquent, j'ai aucune chance de développer une connaissance vraie si je procède uniquement à partir de ce que je vois. Il faut que je procède à partir de ce que je sais, et ce je sais n'est pas construit sur une expérience empirique première. Ça veut dire simplement qu'il va falloir l'accouchement, qu'il va falloir la maïeutique, qu'il va falloir la philosophie comme chemin d'éducation, pour retirer ces voiles d'illusion, illusion au sens de producteur d'erreurs, et sortir de ce qui se donnait apparemment comme étant parfaitement vrai et qui, à l'analyse métaphysique,
se révèle erroné. Finalement, on remarque que le chemin platonicien, qui est peut-être le chemin de la philo quelque part, est pas nécessairement accessible à tout le monde. Le happy few, c'est l'expression de Stendhal qui dit c'est les heureux quelques-uns qui accéderont. Sortir de la caverne, c'est pas facile. Ça demande du courage, ça demande un effort, ça demande l'abandon de ce qu'on recevait comme des certitudes. Et la philosophie, eh bien, c'est cet ébranlement pour aller vers cet extérieur qui, dans un premier temps, nous éblouit, nous abîme les yeux et nous fait souffrir. Et c'est seulement graduellement que cette clarté devient familière et qu'on peut commencer à connaître quelque chose. Donc, où est la vérité chez Platon? Eh bien, elle est dans le monde des idées. Le monde des idées, on va vraiment beaucoup appuyer là-dessus. Il n'est pas dans ma tête, ça c'est Descartes. Le monde des idées, c'est un monde pour lui-même, et les idées existent pour elles-mêmes, comme des choses. C'est-à-dire que les idées sont dans leur monde propre. Ce que j'ai dans la tête, c'est éventuellement des concepts, mais ce ne sont sûrement pas des idées. J'accède aux idées qui sont dans un monde à elles, et c'est à partir de là que je produis la vérité. Donc chez Platon, on ne peut pas avoir des idées. On a des conceptions qui sont éclairées par l'éducation qu'on a eue pour entrer en contact avec les idées qui existent dans un monde à part auquel on s'efforce d'accéder. Voilà tout ce qu'on peut dire pour l'instant, et on va essayer de voir un tout petit peu les enjeux de cette pensée dans le module 2 à suivre.